OK. Donc, je recommence. Je souhaite encore une fois donc la bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui pendant cette 17e conférence de invités de Pléiada. Déjà 17e. On a déjà programmé les suivantes, mais j'en parlerai à la fin. Je vous remercie d'être parmi nous pendant ce samedi matin. On sait bien qu'on a tous plein de choses à faire, donc vraiment un grand remerciement pour nous avoir rejoints. Et j'aimerais juste vous rappeler que ça tombe juste un an après notre deuxième congrès de Cracovie. Il y a un an, on était à Cracovie pendant le deuxième congrès. C'est le premier anniversaire, donc ça tombe juste aujourd'hui. J'aimerais rappeler, avant de passer la parole à notre conférencière, que nous rassemblons les informations pour notre infolettre qui est ouverte à tous les membres. Donc, je vous invite à envoyer les informations à Madame la professeure Katarzyna Kwapisz-Osadnik qui les collecte tout au long du semestre. On va bien sûr rappeler plus tard, mais c'est ouvert à tous nos membres, à tout le monde. Donc, juste à titre de rappel. Et sans tarder, je passe la parole à ma collègue amie Monika Grabowska qui va présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Madame la professeure Monika Sołkowska de l'Université de Silésie. Monika, s'il te plaît. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci Renata. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur, surtout l'honneur, de présenter brièvement notre conférencière, Madame Monika Soukowska, professeure à l'Université de Silésie. Ses recherches portent sur les problèmes de la phraséologie au sens large et explorent divers aspects du phénomène de la phraséologisation dans les langues. Elle étudie la phraséologie dans une perspective théorique, contrastive et appliquée et développe également de nouveaux domaines de recherche tels que la phraséodidactique et la phraséotraduction. Elle est l'autrice de nombreuses publications scientifiques, dont 3 monographies. Donc, les titres sont les suivants. Séquence figée, études lexicographiques et contrastives, questions d'équivalence, paru en 2003. Ensuite, de la phraséologie à la phraséodidactique, études théoriques et pratiques, paru en 2013. Et en 2025, le figement langagier, approche générale, contrastive et en phraséotraduction. Elle a aussi participé à un dictionnaire od słów do głów, czyli o częściach ciała i jego atrybutach, polsko-francusko-hiszpańsko-włoski słownik wyrażeń, paru en 2005. Et elle a confectionné des manuels universitaires, dont notamment Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych, podręcznik dla studentów języka francuskiego, frazeologia somatyczna w ćwiczeniach, et elle a aussi été responsable des kursy frazeodydaktyczne online w językach francuskich, hiszpańskim i włoskim. Et en plus, elle a publié une soixantaine d'articles et de chapitres dans des ouvrages collectifs en Pologne et à l'étranger. Elle a une grande expérience dans la direction de projets de recherche. Entre 2010 et 2012, elle a dirigé un projet du ministère polonais de la science et de l'enseignement supérieur et du Centre national de sciences, donc NCN en polonais, intitulé De la phraséologie à la phraséodidactique, compréhension et acquisition des unités phraséologiques et développement des compétences phraséologiques en langue étrangère à partir de l'exemple du français. De 2017 à 2019, elle a mené un projet de l'Université de Silésie consacré à la commercialisation des résultats de la recherche. Et entre 2019 et 2022, elle a dirigé un projet d'équipe du Centre national pour la recherche et le développement, NCBR en polonais, intitulé Cours d'e-learning en phraséologie en français, espagnol et italien. Elle est membre de plusieurs sociétés et institutions scientifiques, dont entre autres la commission de phraséologie du comité de linguistique de l'Académie polonaise des sciences à Varsovie, ainsi que
de la commission de linguistique de l'Académie polonaise des sciences à Katowice. Elle a reçu à plusieurs reprises des distinctions et prix pour son activité scientifique, pédagogique et organisationnelle au sein de l'Université de Silésie. Madame la professeure, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde encore une fois et merci de votre aimable présentation et de votre invitation. J'ai l'honneur et le plaisir de parler aujourd'hui de la phraséologie, de présenter ma conférence qui concerne la classification actuelle des unités phraséologiques. Et j'essaie de partager l'écran. OK. Et ça marche? Est-ce que... On attend, je pense, le résultat final. Je sais pas. Voilà, moi je vois maintenant. Oui, et les diapos changent. Voilà. Le titre de ma conférence, je répète, au pays du figement langagier, classification actuelle des unités phraséologiques. Et avant d'entrer dans les détails, je voudrais présenter et définir quelques notions de base pour la phraséologie, c'est-à-dire le figement langagier, la phraséologie et l'unité phraséologique. Et je commence par le figement langagier. Le figement langagier est un phénomène qui implique l'association d'éléments lexicaux, au moins deux, et cette association se caractérise par un certain degré de fixation. Le figement langagier peut se présenter comme un continuum qui prend naissance dans le phénomène collocationnel et qui finit par les blocs complètement figés. Et par contre, la phraséologie peut avoir deux significations. Et la première signification nous dit que la phraséologie, c'est un ensemble des expressions, locutions, collocations ou phrases qui sont propres à une langue donnée. Et par contre, la deuxième définition possible se réfère au domaine linguistique qui s'occupe de ces expressions, locutions, collocations ou phrases. Donc, il y a deux possibilités d'interprétation de ce terme. Et la phraséologie, en tant que domaine linguistique traitant des séquences polylexicales, est apparue au XXe siècle, mais elle se développe vivement depuis la seconde moitié de ce siècle. Le terme d'unité phraséologique nous renvoie aux séquences polylexicales qui sont analysées par la phraséologie. Ce terme a été utilisé pour la première fois par Charles Bailly, qui est aussi l'un des premiers à classifier des unités phraséologiques. Et au début du XXe siècle, Charles Bailly distingue trois types de groupements de mots. Ce sont les combinaisons libres, les groupements usuels ou bien séries phraséologiques et les unités phraséologiques. Donc, les combinaisons libres, ce sont des associations occasionnelles ou groupements passagères. Par exemple, avoir une maison. Les séries phraséologiques, par exemple, grièvement blessé, avoir de la chance, et les unités phraséologiques, par exemple, avoir maille à partir. Évidemment, les phraséologues s'intéressent avant tout des unités phraséologiques et des séries phraséologiques. Et quelle est la différence entre les séries et les unités? Et Charles Bailly dit que les séries sont formées d'éléments sémantiquement reconnaissables qui contribuent au sens global de la séquence.
Par contre, les unités sont non compositionnelles et présentent un sens nouveau par rapport au sens particulier de leur formatif. Dans les dernières années, la phraséologie a très largement élargi ses objets d'étude, ses méthodes et ses approches. Ainsi, les objets de la phraséologie, autrefois perçus comme des anomalies ou des exceptions, deviennent maintenant des éléments centraux dans les modèles linguistiques. De plus, de nouvelles méthodes d'exploration de corpus, il s'agit avant tout des méthodes informatiques, permettent d'isoler des objets phraséologiques aux contours parfois incertains. Actuellement, la phraséologie englobe l'étude des constructions figées et semi-figées, depuis les formules communicatives et collocations, jusqu'aux sémiphrasèmes, phrasèmes, clichés et proverbes. L'élargissement successif de la phraséologie au cours du temps est bien visible à travers les typologies diverses qui ont été proposées par les chercheurs. Et à titre d'exemple, je voudrais mentionner quelques classifications, quelques typologies les plus importantes pour la phraséologie. Donc, il faut commencer par la classification proposée au milieu du XXe siècle. Il s'agit de la première proposition de Polivanov et Vinogradov. Et puis, il faut mentionner la classification proposée en France par Bernard Potier. Et ensuite, les typologies intéressantes proviennent des recherches de Salamé-G et de Igor Mielczuk. Ce sont les dernières décennies. Et il faut aussi mentionner la classification contemporaine créée en Allemagne. C'est la classification de Harald Burger. Et les typologies intéressantes proviennent aussi de l'Espagne. Ce sont les classifications de Ángeles Solano Rodríguez et de Isabel González Rey. En ce qui concerne la Pologne, il faut avant tout mentionner la première classification de Stanisław Skorupka. Et, cette typologie est aujourd'hui considérée comme historique, traditionnelle. Et la deuxième proposition intéressante, c'est la proposition de Andrzej Lewicki. Sa classification est considérée comme classique en Pologne. Et ces derniers temps, il faut mentionner aussi les propositions de Wojciech Chlebda qui proviennent avant tout de la phraséologie pragmatique. Donc, la tradition typologique, taxonomique est assez longue, donc on peut se poser la question, pourquoi faut-il proposer une typologie nouvelle? Et, le développement dynamique de la phraséologie ces derniers temps signifie que certaines typologies, en particulier les typologies traditionnelles, ne couvrent pas tous les phénomènes qui sont analysés et ne correspondent pas bien à des recherches actuelles sur les unités figées. Dans de nombreuses approches taxonomiques, on observe également une tendance à une assez grande fragmentation des typologies, ce qui d'une part permet une bonne description des phénomènes, mais d'autre part peut compliquer la typologie elle-même. Alors, prenons en considération le fait que les phénomènes qui sont analysés par les phraséologues sont vastes, hétérogènes et complexes. Il faut proposer la typologie contemporaine qui devrait être claire, universelle et couvrir tous les phénomènes qui sont actuellement étudiés.
Et dans mes recherches, j'ai été inspirée avant tout des travaux de Igor Mielczuk, de Isabelle González-Serret et de Harald Burger. Et j'ai analysé aussi les corpus dans différentes langues romanes, avant tout français, italien, espagnol. Les analyses de ce type m'ont conduit à proposer la classification suivante. Et donc, vous voyez sur l'écran le schéma, tout d'abord le schéma de cette proposition contemporaine, le schéma de cette classification. Et vous voyez qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs groupes qui sont dégagés. Donc, toutes les unités phraséologiques, toutes les unités qui sont analysées en phraséologie peuvent être classifiées en trois catégories. Ce sont syntagme phraséologique, séquence phraséologique fonctionnelle et énoncé phraséologique. Le premier groupe, c'est-à-dire le groupe de syntagme phraséologique, peut être encore divisé en deux sous-groupes, c'est-à-dire colocation et locution. Et la même chose avec la dernière catégorie, c'est-à-dire les énoncés phraséologiques. Et les énoncés phraséologiques englobent, à vrai dire, deux sous-catégories. Ce sont parémie et pragmatisme. Et maintenant, je vais présenter et décrire d'une façon plus ou moins détaillée chaque catégorie qui est dégagée dans ce classement. Et je commence par les syntagmes phraséologiques. Alors, les syntagmes phraséologiques, ce sont des composants de phrases. Alors, ce sont des composants de phrases qui sont à la fois, en même temps, polylexicaux. Et comme je l'ai déjà dit, les syntagmes phraséologiques comprennent deux sous-groupes, c'est-à-dire les colocations et les locutions. Et je commence par les colocations. Le terme colocation vient de la langue anglaise et s'est répandu en linguistique principalement grâce aux travaux de chercheurs anglo-saxons. Depuis des années, les colocations connaissent un intérêt croissant. Traditionnellement, les colocations sont définies comme ensemble des éléments linguistiques placés à proximité dans une chaîne. À la différence des unités phraséologiques fortement figées, elles sont des expressions semi-figées et représentent des cas de figement intermédiaires. Et la colocation n'est toujours pas un terme sans ambiguïté, raison pour laquelle il se caractérise par une certaine charge conceptuelle. Haussmann, qui analyse les colocations, parle même de guerre de colocation, c'est-à-dire d'une situation où le même concept est adopté par rapport à divers phénomènes linguistiques et où différents chercheurs lui attribuent des significations différentes. Et donc, ce terme n'est pas univoque, on peut dire, au niveau de la linguistique. Le terme colocation est parfois employé avec des sens différents en linguistique de corpus, en lexicographie et en didactique. Donc, il y a des définitions qui sont diverses au niveau de la linguistique théorique, linguistique de corpus, en didactique, en traductologie, etc. Et grâce aux nouveaux outils que propose la linguistique de corpus et au développement des technologies informatiques, les colocations deviennent de plus en plus populaires dans de nombreux sous-domaines de la linguistique actuelle.
Et dans notre typologie, une colocation est comprise comme une unité phraséologique avec une cohésion significative d'éléments composants qui est une combinaison de mots fréquemment utilisés. Alors, c'est la définition qui est adoptée dans notre classification. Et la signification de colocation résulte généralement de la signification des composants qui construisent une colocation. Par exemple, café noir, essuyer un échec, noir comme l'encre. La colocation est constituée d'une base et d'un collocatif. Donc, il y a toujours deux éléments constitutifs. C'est la base et le collocatif. Et la base donne un sens à la colocation, tandis que le collocatif spécifie le sens de la base. Il est possible de distinguer deux sous-catégories des colocations, c'est-à-dire les colocations qui sont entièrement compositionnelles et les colocations partiellement compositionnelles. Dans le premier cas, la signification du collocatif et de la base sont sémantiquement prévisibles, c'est-à-dire transparentes. Et les exemples de ce type de colocation, c'est par exemple né, aquilin, avoir faim, de longue, courte durée. Par contre, les colocations partiellement compositionnelles, dans ce cas-là, la signification de la base est généralement claire, mais la signification du collocatif n'est pas entièrement prévisible. Et à titre d'exemple, fille des rues, à cœur joie, des nerfs d'acier. Donc ici, la signification n'est pas tout à fait transparente. Et le phénomène collocationnel a été analysé d'une façon très exhaustive et très vaste par les chercheurs, par les linguistes de l'Université de Grenoble, c'est-à-dire par Agnès Tutin et Francis Grossman. Et à la suite de leurs recherches, on a proposé un classement des collocations. Et dans ce classement, on distingue trois types. Ce sont les collocations opaques, collocations transparentes et collocations régulières. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc, les collocations opaques contiennent des collocatifs imprédictibles et démotivés sémantiquement. Par exemple, père bleu, nuit blanche. Dans ces exemples, la colocation est difficilement décodable et absolument imprédictible parce que les substantifs père et nuit conservent leur sens habituel, mais les collocatifs ne sont pas, on peut dire, prédictibles, interprétables. Dans ce cas-là, l'interprétation du collocatif n'est ni transparente ni prédictible. Et la deuxième situation possible, ce sont les collocations transparentes, c'est-à-dire les collocatifs sont facilement compréhensibles, donc le sens du collocatif est transparent, mais ce sens est imprédictible du point de vue lexical et ou syntaxique. Et par exemple, les constructions de type grièvement blessé et gravement malade. Donc les adverbes gravement et grièvement ont à peu près le même sens, mais ne sont pas tout à fait interchangeables. Le collocatif dans ce cas-là est interprétable,
mais non prédictibles. Et la troisième catégorie de colocation, ce sont les colocations régulières. Donc, ce sont donc des associations de mots ou des suites de mots dans lesquelles le sens du tout est généralement déductible et semble prédictible, bien que les règles d'association soient parfois difficiles à cerner. Ce type de colocation se situe donc à la frontière des restrictions de sélection sémantique. Et dans le passé, les colocations étaient traitées assez marginalement dans la phraséologie traditionnelle. Les exemples des colocations étaient analysés par les phraséologues, mais ce type d'association était traité, on peut dire, assez à la marge. Et actuellement, les colocations font souvent l'objet de recherches en linguistique de corpus. Pour les corpusologues, une colocation est une combinaison d'au moins deux mots qui coexistent et qui sont reproductibles sous une forme donnée. Donc, c'est la définition qui est donnée avant tout par les corpusologues. Et en linguistique de corpus, les facteurs suivants sont supposés être les critères de base pour la distinction des colocations. Donc, il y a deux critères qui sont avant tout importants, c'est-à-dire la fréquence d'occurrence et la force de la colocation. Alors, en ce qui concerne la fréquence d'occurrence, il s'agit du phénomène en pratique, c'est-à-dire la combinaison de mots dont le corpus consulté est répété plusieurs fois. Donc, on peut dire que dans les textes, c'est la fréquence élevée d'une telle ou telle association. La force de la colocation, donc, c'est le fait que des lexèmes ne coexistent les uns à côté des autres. Le plus souvent, que dans une combinaison de mots donnés. Donc, en pratique, c'est la force d'interconnexion, c'est-à-dire la cohésion des composants de la séquence étudiée, qui peut être mesurée à l'aide d'outils statistiques. Et les colocations peuvent prendre différentes formes grammaticales. Les plus populaires sont les colocations verbo-nominales. Les colocations qui sont assez fréquentes, ce sont aussi les colocations tout à fait nominales. Et les colocations sont également fréquentes en langue de spécialité, par exemple dans le langage juridique ou médical. Et dans ce cas-là, on parle parfois des colocations terminologiques. Ce sont les colocations dans le langage spécifique, dans le langage spécialisé. Par exemple, arrêt cardiaque, bloc de branche droite. Et la deuxième catégorie, on peut dire, le deuxième groupe qui est sélectionné à l'intérieur des syntagmes phraséologiques, ce sont les locutions. Alors, dans notre typologie, les locutions sont des unités phraséologiques polylexicales qui sont fortement lexicalisées. Elles possèdent une fonction inférentielle et connotative. Leur sens global est le plus souvent métaphorique et ou imagé.
Les locutions peuvent avoir la structure syntagmatique de nature nominale, verbale, adjectivale ou adverbiale. Et les exemples: une oie blanche, prendre le taureau par les cornes, en chair et en os. Donc, les locutions, ce sont des structures qui sont considérées comme typiquement phraséologiques. Donc, euh, ce type des unités phraséologiques possède le caractère conventionnel et un haut degré d'idiomaticité qui est lié à la dimension culturelle. Les locutions, à côté des parémies, sont des unités phraséologiques les plus figées de la langue, on peut dire. Le sens global, dans ce cas-là, n'est généralement pas compositionnel et ne résulte pas directement des composants qui forment une telle séquence. Et l'élocution se distingue des autres combinaisons de mots par quelques traits. Et il vaut la peine de mentionner trois raisons essentielles. Donc, elles sont des unités holistiques au niveau sémantique et formel. Elles peuvent présenter des limitations syntaxiques et transformationnelles et leur signification est motivée par des processus tropiques et ou à une dimension symbolique et culturelle. Donc, ce sont trois raisons pour distinguer les locutions par rapport à d'autres groupements de mots. Et parfois, quand même, il est assez problématique de distinguer les locutions des collocations, car toutes les deux catégories sont scalaires. Aussi bien les locutions que les collocations s'organisent d'une façon graduelle autour des unités les plus typiques d'une catégorie donnée. Par conséquent, un facteur important qui sert à distinguer les locutions des collocations est leur degré de fixation linguistique. Les locutions sont fortement lexicalisées et le degré de leur fixation est élevé. En revanche, le degré de fixation des collocations est plus faible. Il arrive cependant que les collocations qui sont fréquemment employées en usage acquièrent le statut de séquences conventionnalisées. Ainsi, elles peuvent se figer et devenir des unités phraséologiques de nature locutionnelle. Alors, les frontières, les contours de ces deux sous-groupes sont assez flous, ne sont pas rigides et on peut dire que toutes les deux catégories s'organisent d'une manière graduelle, scalaire. Et le deuxième groupe qui est sélectionné dans notre typologie, ce sont les séquences phraséologiques fonctionnelles. C'est la catégorie qui est dégagée à côté des syntagmes phraséologiques et à côté des énoncés phraséologiques. Les séquences phraséologiques fonctionnelles, ce sont des unités qui ne forment pas de partie de phrase au sens propre. Dans la phraséologie traditionnelle, les séquences de ce type sont appelées indicateurs phraséologiques ou locutions fonctionnelles, ce sont des termes de Andrzej Lewicki. Schéma syntaxique, c'est le terme de Agnès Solano Rodriguez, ou bien unité phraséologique organisationnelle, c'est le terme de Catherine Bolly. Et quels sont les exemples des structures de ce type? Alors, à moins que
en autre, bien que, étant donné que, etc. Alors, vous voyez qu'il s'agit dans ce cas-là des structures grammaticales qui sont polylexicales et qui sont, on peut dire, figées, donc fonctionnent dans une forme donnée. Du point de vue linguistique, les séquences phraséologiques fonctionnelles pourraient être classifiées comme les collocations. Et c'est parfois le cas. Mais en raison de leur nature grammaticale et fonctionnelle, il semble plus raisonnable de dégager pour celle-ci une catégorie distincte. Et il nous reste à présenter la catégorie d'énoncés phraséologiques. Donc, comme je l'ai déjà dit, les énoncés phraséologiques englobent les parémies et les pragmatèmes, donc deux sous-groupes. Et comment il faut définir les énoncés phraséologiques? Alors, les énoncés phraséologiques sont des unités autonomes, c'est la principale différence, et les unités autonomes qui ne sont pas de composants phrastiques. Alors, les énoncés phraséologiques fonctionnent comme des phrases ou bien ils constituent des équivalents elliptiques d'une phrase. Et je commence ce parcours par les parémies. Et dans notre classification, les parémies englobent collectivement proverbes, adages, maximes, aphorismes, citations, clichés, groupes génériques, phrases génériques, excusez-moi, etc. Et le trait commun de tous ces éléments est la forme phrastique ou la forme d'un équivalent de la phrase. Évidemment, le facteur commun et important, c'est aussi le figement, le degré de fixation. Et les parémies sont liées à l'ensemble de l'univers phraséologique par quelques propriétés. Et parmi ces propriétés, il faut avant tout mentionner la polylexicalité, leur degré de fixation, leur idiomaticité et leur préfabrication. Donc, il y a 4 éléments qui sont les plus importants, c'est-à-dire polylexicalité, degré de fixation, idiomaticité et préfabrication. Et dans le cas des parémies, la fixation phraséologique a très souvent le caractère du jugement d'utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la séquence est figée en raison de sa nature stéréotypée, tandis que sur le plan sémantique, une telle structure est régulière et sémantiquement transparente. Et prenons en considération l'aspect formel, on peut distinguer 2 groupes de parémies. Ce sont les parémies à structure phrastique et les parémies non phrastiques, appelées aussi elliptiques. Et alors, les parémies à structure phrastique, évidemment, ce sont des séquences qui ont la forme d'une phrase. Ce groupe englobe des phrases simples, par exemple, les murs ont des oreilles, ou des phrases complexes, par exemple, chien qui aboie ne mord pas. Et les parémies non phrastiques, c'est-à-dire les séquences qui ont la forme d'un équivalent de phrase. Et c'est le cas assez fréquent au niveau de parémies. Et à titre d'exemple, père tel fils, un bon chat, bon rat. Et à la fin, il nous reste encore la catégorie de pragmatèmes. Et les pragmatèmes, à côté des parémies, forment la catégorie d'énoncés phraséologiques. Mais le terme de pragmatème lui-même, de la même manière que le terme de collocation,
n'est pas univoque et il a été défini de plusieurs manières. Et à la fin du XXe siècle, Igor Mielchuk a introduit le terme de pragmathème pour désigner des expressions liées à une situation déterminée. Ces derniers temps, une description assez exhaustive des pragmathèmes a été proposée par Xavier Blanco Escoda et Salah Mejri. Selon ces auteurs, les pragmathèmes constituent une sous-classe des phrasèmes, ces derniers étant compris comme des séquences polylexicales non libres. Et la phraséologie traditionnelle ne mentionne pas la notion de pragmathème, mais des associations lexicales de ce type apparaissent parmi les structures analysées. C'est-à-dire, dans la phraséologie traditionnelle, cette catégorie n'est pas strictement dégagée, mais évidemment, des constructions de ce type apparaissent dans les corpus qui sont analysés par les phraséologues. Actuellement, la notion de pragmathème est plus fréquente dans les recherches qui sont menées en Europe occidentale. Et Xavier Blanco et Salah Mejri affirment que le pragmathème prototypique est. Donc, c'est un énoncé autonome qui est polylexical. Le pragmathème prototypique est sémantiquement compositionnel et il est restreint dans son signifié par la situation de communication dans laquelle il est produit. Dans notre classification, les pragmathèmes peuvent être définis comme des formules conversationnelles fixées en usage. Évidemment, un trait de base, c'est aussi le fait que la structure est tout à fait autonome. Les pragmathèmes sont employés dans une situation de communication spécifique et prévisible. Ils ont généralement un caractère polylexical. Ils peuvent être compositionnels ou idiomatiques. Et les exemples tels que comment ça va, attention à la marche, au revoir. Une propriété inhérente du pragmathème est sa reproductibilité dans une situation de communication spécifique. De plus, le pragmathème est une forme ritualisée. Et pour résumer, à notre avis, les propriétés qui sont les plus importantes pour les pragmathèmes sont suivantes. Alors, les pragmathèmes sont liés à une situation de communication particulière. Leur caractère est reproductif. Par principe, ils sont polylexicaux, tout en prenant en compte les formules monolexicales reproductives qui sont restreintes par la situation de communication. Ils se caractérisent par un certain degré de fixation et au niveau sémantique, dans la majorité des cas, ils sont transparents, mais parfois leur signification peut être aussi opaque. En ce qui concerne l'aspect formel, par analogie au parémie, les pragmathèmes sont des énoncés autonomes et peuvent être partagés en deux groupes de structures, c'est-à-dire on peut distinguer les pragmathèmes à structure phrastique et les pragmathèmes non phrastiques, autrement dit elliptiques. Et dans le premier cas, il s'agit évidemment des séquences qui ont la forme d'une phrase. Par exemple, je suis désolé, fermez la porte, à conserver à température ambiante. Et dans le deuxième cas, il s'agit des séquences qui ont la forme d'un équivalent de phrase. Par exemple, haut les mains, en panne, sens interdit. Et j'arrive aux remarques
finale. Donc, le phénomène de collocabilité apparaît quand deux ou plusieurs unités monolexicales manifestent une tendance à être employées ensemble. Peu importe la nature grammaticale de ces éléments qui entrent en combinaison, ainsi que la nature syntaxique de l'ensemble qui est construit. Mais en supposant que la phraséologie traite des associations qui sont polylexicales et que leur caractéristique inhérente est un certain degré de fixation linguistique, manifestée par la forme préfabriquée en usage, la portée de la phraséologie contemporaine peut être illustrée par le schéma. Et je présente ce schéma sur l'écran. Alors, c'est la portée de la phraséologie contemporaine. Et la phraséologie contemporaine englobe donc collocation, locution, séquence phraséologique fonctionnelle, parémie et pragmatisme. Et, il faut mentionner aussi deux sous-groupes, c'est-à-dire collocation faiblement fixée ou non fixée et les pragmatismes monolexicaux. Et ces deux catégories, on peut dire, se situent au-delà des recherches phraséologiques actuelles. Leur inclusion éventuelle nécessiterait encore une réflexion et des discussions méthodologiques. Et la classification que j'ai proposée aujourd'hui peut être utile pour diviser la phraséologie contemporaine en sections de recherche qui sont plus petites mais plus détaillées. Et à l'instar des groupes qui ont été distingués dans la classification, on peut postuler plusieurs sous-domaines en phraséologie. Et ça concerne aussi bien la phraséologie théorique, contrastive et appliquée. Et nous pouvons schématiser cette idée comme suit. Donc, vous voyez que la phraséologie contemporaine englobe 5 branches, c'est-à-dire phraséologie locutionnelle, phraséologie parémique, phraséologie collocationnelle, phraséologie pragmatémique et phraséologie des séquences fonctionnelles. Et la couleur rouge marque les sous-domaines qui étaient prioritaires dans la phraséologie traditionnelle. Par contre, la couleur bleue marque les sous-domaines qui deviennent centraux dans les recherches actuelles. Alors, autrefois, la phraséologie se focalisait avant tout sur la phraséologie, on peut dire, locutionnelle et parémique. Et aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant pour les phraséologues, c'est la phraséologie collocationnelle et pragmatémique. Ce sont les zones qui sont moins, on peut dire, analysées, moins étudiées, mais ça change actuellement. Donc, ce sont les zones qui deviennent centrales. Et nous avons aussi la phraséologie des séquences fonctionnelles. Donc, cette catégorie n'a pas encore été fréquemment ni exhaustivement analysée. Et ça peut signifier qu'il s'agit d'un domaine qui est digne de plus d'attention et de plus d'intérêt. Et donc, je vous remercie de votre attention, mais à la fin, si quelqu'un est intéressé par ce sujet, par les problèmes de la phraséologie et avant tout par la classification proposée, donc
cette typologie est décrite d'une façon plus détaillée dans mon dernier livre. Il est intitulé Le jugement langagier, approche générale, contrastif et en phrase et en traduction, défi, problème, conception. Et cette classification est présentée aussi en polonais dans mon article récemment publié en Prace językoznawcze. Et le titre de cet article, c'est Klasyfikacja jednostek we frazeologii, współczesna propozycja typologiczna. Donc, je vous remercie encore une fois de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la professeure. Merci, Monica, pour cette conférence qui, parmi ses plusieurs valeurs, avait aussi une valeur didactique. Donc, je vous remercie pour le respect des contraintes temporelles. Donc, c'était parfait. On a terminé à 11 heures. Et aussi pour votre manière de présenter les choses. Je pense que tout le monde a pu bien profiter de votre présentation parce qu'elle était parfaitement exposée sur les diapositives et vous accentuez toutes les choses essentielles qui portent sur votre dernière recherche en nous incitant à nous procurer effectivement la monographie tout entière, puisque j'imagine que c'est juste le sommet de l'iceberg de ce que vous avez présenté et que votre monographie, que je n'ai malheureusement pas pu encore feuilleter, regorge d'exemples et d'autres illustrations. Mais comme la tradition le veut, nous avons aussi maintenant le temps pour ouvrir une discussion et pour vous poser d'autres questions. Alors, cher public, je vous invite à participer et à poser des questions. Et la première est notre collègue du comité directeur de l'association Pléiade, Agnieszka Kaliska,